بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Toujours في le module communication optique. On a vu dans la vidéo précédente le chapitre numéro 1, étude de la propagation dans les fibres optiques. Aujourd'hui, je vais faire le chapitre numéro 2, c'est bien les émetteurs, récepteurs électro-optiques. On va commencer par le concept d'émission et d'absorption de la lumière. La fréquence du rayonnement absorbé ou émis est liée à la différence d'énergie appelée l'écart énergétique ou bien ce qu'on appelle énergie gap. Entre l'état d'énergie supérieure, c'est bien la bande de conduction BC, ce qu'on appelle EC, énergie supérieure, et l'état d'énergie inférieure, c'est bien la bande de valence BV, EV. Sachant que HV est égal à peu près à HEG, qui est égal à la différence entre l'énergie supérieure et l'énergie inférieure. H, c'est la constante de Planck. Pour les semi-conducteurs, nous avons EG est égal à 1,12 électrovolts pour le silicium. EG est égal à 0,66 électrovolts pour le germanium. Voici le concept d'émission et d'absorption de la lumière. À la température de 0 Kelvin, le semi-conducteur est considéré comme un isolant. La bande de conduction est presque vide d'électrons. Ici, nous avons un trou, une bande de conduction. Pour la bande de valence est presque pleine d'électrons, c'est-à-dire nous avons peu de trous. En marron, c'est bien l'électron. Toujours avec le concept d'émission et d'absorption de la lumière, nous avons que les propriétés optiques de base des semi-conducteurs résident dans les process d'absorption et de détermination, transition bande à bande. Nous avons lorsqu'un photon d'énergie appropriée, HV est égal à EG, et incident sur le matériau SC. Un électron de liaison de BV peut être excité à l'état d'énergie supérieure BC par absorption du photon, bien sûr créant ainsi un paire électron-trou appelé génération électron-trou. Cela ajoute à la concentration des porteurs de charge mobile et augmente la conductivité du matériau. Bien sûr, le matériau se comporte comme un photoconducteur. Voici le concept d'émission et d'absorption de la lumière. Lorsque l'électron est initialement à l'état d'énergie supérieure, nous avons un électron libre. Il peut être attiré par un trou par agitation thermique et effectuer une transition vers l'état d'énergie inférieure. Nous avons BV pour occuper ce trou en fournissant l'émission d'un ou plusieurs photons. Un phénomène de disparition d'un paire électron-trou, bien sûr, est appelé recombinaison électron-trou. Ce processus d'émission peut se faire de deux façons suivant la recombinaison, bien sûr, électron-trou. Ici, nous avons émission spontanée et ici, émission stimulée. En cas d'émission spontanée, l'électron libre revient à la BV de manière entièrement aléatoire en fournissant l'émission d'un photon à une fréquence HV est égale à peu près EG. Bien sûr, l'émission stimulée des photons d'énergie HV supérieure à EG est réalisée si un autre photon d'énergie HV soit présent. Donc, absorption du photon. Ici, nous avons émission spontanée. Ici, émission c'est stimulée, pardon. Le concept de base de fonctionnement des photodétecteurs. Le concept pour l'absorption du photon, c'est un concept de base de fonctionnement des photodétecteurs, pardon. Émission spontanée, concept de base de fonctionnement des diodes électroluminescentes, LED.
émission stimulée, concept de base de fonctionnement des diodes laser. Maintenant, on va voir les diodes électroluminescence LED. La LED, c'est une source optique lumineuse ASC d'une jonction PN. Nous avons ici une jonction P-type et un type. Le hall et les électrons, donc les trous et les électrons. Bien sûr, lorsqu'elle est polarisée en direct, nous avons des recombinaisons électrons-trous sont effectuées dans la jonction. Et des photons sont produits par émission spontanée. Cet effet, bien sûr, est appelé électroluminescente. Toujours avec les diodes électroluminescentes LED, la nature aléatoire du processus d'émission spontanée donne un rayonnement incohérent des LED. Les sources optiques AC LED émettent de émettent de la lumière grâce au processus incohérent d'émission spontanée. La longueur d'onde lambda des photons de la lumière émise est dérivée de la relation de EG. Nous avons lambda est égal à HC sur EG. Pour les diodes toujours électroluminescentes LED, la longueur d'onde lambda de la lumière émise détermine la couleur de la lumière émise par les LED. Donc, pour la couleur rouge, nous avons une longueur d'onde en nanomètres de 622 par 780, l'orange entre 597 et 622, jaune entre 77 et 597, le vert entre 492 et 577, le bleu 455 et 492, violet c'est 390 et 455. Maintenant, on passe aux caractéristiques courant-tension. Une fois la LED est polarisée en direct par l'application d'une tension externe V, un courant électrique I commence à circuler en augmentant de manière exponentielle avec la tension appliquée selon la relation suivante. I égale à IS par exponentielle KV sur KB fois T-1. Bien sûr, IS est le courant de saturation qui dépend des coefficients de diffusion associés bien sûr aux électrons et aux trous. Nous avons Q est égal à 1,6 par 10 puissance moins 9 coulombs. C'est la charge électrique élémentaire. Et KB, c'est la constante de Boltzmann. Et grand T, c'est la température absolue. Caractéristique toujours courant-tension. Une LED se comporte donc comme une diode classique avec une caractéristique idéale de courant-tension. Caractéristique maintenant, puissance courant. La puissance optique interne des LED générée par les émissions spontanées peut être déterminée en fonction du flux de génération des photons faits intérieurs et leur énergie HV donnée par la relation suivante. Donc, puissance intérieure, interne, est égale à phi interne par HV. Avec phi interne, c'est mu interne par I sur Q. Le mu interne, c'est l'efficacité quantique interne qui détermine la fraction des paires électrons-trous qui se recombinent par émission spontanée. Et Q, bien sûr, c'est la charge électrique et c'est bien le courant injecté. Mu interne est égal à 1 sur 1 plus tau L sur tau NL. Tau L et tau NL sont respectivement les durées de vie de recombinaison lumineuse et non lumineuse. Toujours avec les caractéristiques puissance courant, nous avons N externe et la fraction de photons s'échappant dans l'air, l'efficacité quantique externe, la puissance émise est donnée par. La puissance émise est égale à mu externe par mu interne par HV sur Q fois I. L'efficacité quantique externe, mu externe, peut être exprimée en fonction de N et l'indice de réfraction du matériau SC par mu externe est égal à N à la puissance moins 1 par N plus 1 à la puissance moins 1 demi. Donc, mu externe est égal à N-1 par N plus 1 à la puissance moins 1 demi pour une valeur typique de N qui est égale à 3,5. L'efficacité N externe, elle est de l'ordre de 1,4%. Bien sûr, ce qui indique
qu'une seule petite fraction de la puissance interne devient la puissance de sortie utile. Une perte supplémentaire de puissance utile se produit lorsque la lumière émise est couplée dans une fibre optique. Bien sûr, en raison de la faible puissance de sortie, les LED peuvent seulement être utilisés pour les systèmes de communication en fibre optique de courte distance. Maintenant, on passe à la sensibilité. On appelle en anglais responsivité. RLED, c'est une mesure de la performance des LED qui est définie comme le rapport entre la puissance optique émise, PE, et le courant éjecté, E. Donc, la relation, c'est la suivante. RLED est égal à PE sur I. Donc, c'est mu externe par mu interne par HV sur Q. Les caractéristiques d'une LED de 1,3 micromètre pour différentes valeurs de la température. La sensibilité reste constante tant que la caractéristique PE-I reste linéaire. En pratique, cette relation linéaire ne tient que sur une plage de courant limité. Maintenant, on passe au spectre d'émission. Nous avons que le spectre d'émission des LED est lié au spectre d'émission spontanée et dépend de nombreux paramètres matériels. Dans des conditions d'injection faiblement suffisantes, la densité spectrale de la lumière émise par les LED atteint des valeurs de crête approximativement à la fréquence VP déterminée par HVP est égal à EG plus KB fois T sur 2. Toujours avec le spectre d'émission, c'est la largeur totale de la moitié de la densité spectrale, ce qu'on appelle largeur de bande optique est donnée par delta V est égal à 1,8 kb fois grand T sur H. Et en termes de longueur d'onde, dépend de lambda P qui est égal à C sur VP. Bien sûr, delta lambda est égal à 1,45 lambda au carré P par kb fois T. Toujours avec le spectre d'émission, nous avons en pratique le spectre d'émission des LED est relativement étroit. Il dépend de la température et le type de semi-conducteur utilisé pour fabriquer la jonction PN. Donc, vous avez, c'est pour violet, vert, jaune, orange, rouge, etc. Et ici, nous avons des régions à proximité de l'infrarouge. Bien sûr, c'est la longueur d'onde lambda en micromètres. Maintenant, on va définir la diode laser, ou bien le laser semi-conducteur. Il émet de la lumière à travers le processus d'émission stimulé. La lumière associée au photon stimulant et stimulé est en phase de même polarisation, fournissant ainsi un rayonnement cohérent très intense. D'où le terme laser, c'est bien light amplification by stimulated emission of radiation. Amplification de la lumière par émission simultanée de rayonnement. Sa structure de base, c'est bien, nous avons une région active intrinsèque, jonction type P de type N et lumière laser. La jonction PN fortement dotée d'une couche active, couche émettrice de lumière. Les deux bords de la couche active ont une surface de type miroir. Ici, nous avons lorsqu'une tension directe est appliquée, les électrons se combinent avec des trous à la jonction PN et émettent de la lumière. Cette lumière n'est pas encore un laser. Elle est confinée, bouclée dans la couche active, résonateur. Ensuite, elle est amplifiée, c'est-à-dire nous avons des émissions stimulées. La structure de base, les diodes laser sont disponibles sous une grande variété de formes. Si la couche active est étroite, elle ne peut supporter qu'un seul mode opératoire de fonctionnement, ce qui donne lieu à un faisceau hautement focalisé. Bien sûr, ce sont des diodes laser à mode unique. Si la couche active est large, elle supporte de multiples modes optiques latéraux et donc une puissance de sortie élevée, ce qu'on appelle les diodes laser multifonctions. Les caractéristiques puissance courant. La diode laser est caractérisée par un courant de seuil entre la puissance d'émission spontanée et la puissance d'émission stimulée. Donc, voici le seuil de claquage, le courant d'entrée en fonction de la puissance optique de sortie. Bien sûr, la puissance optique de sortie d'une diode laser en fonction du courant d'entrée.
Pour des valeurs faibles de courant d'injection, la diode laser fonctionne comme une LED, c'est-à-dire nous avons une lumière incohérente, relativement faible, émission spontanée. À partir d'une valeur seuil, le seuil laser est atteint. Au fur et à mesure que le courant augmente, au-dessus de la valeur de seuil, la puissance optique augmente de manière cohérente. Nous avons de lumière laser. La puissance optique de sortie d'une diode laser en fonction du courant d'entrée. Nous avons pour le seuil de claquage, au-dessus de ce seuil, un dommage permanent se produit et à la sortie de la lumière diminue rapidement. Bien sûr, la puissance optique de sortie des LED générée par l'émission spontanée au-dessus du seuil est simplement liée au flux interne des photons, phi interne, par la relation bien sûr P interne est égal à phi interne HV, de sorte que nous obtenons P interne c'est mu interne par I moins I le seuil par Q par HV. Bien sûr, le flux de photons de sortie laser est le produit de flux interne de photons et l'efficacité quantique externe par la relation suivante. Phi externe est égal à mu externe par mu interne par I moins I seuil divisé par Q. Bien sûr, la puissance de sortie du LED au-dessus de seuil est donnée par la relation suivante. La pente de la caractéristique puissance courant LD au-dessus de seuil définit sa sensibilité différentielle, RLD, de LD exprimée par la relation suivante. Toujours, nous avons que l'efficacité globale, ce qu'on appelle efficacité de conversion de puissance, elle est définie comme le rapport entre la puissance optique laser émise et la puissance électrique. V est égal à I par V. V, c'est la tension de polarisation directe appliquée à la diode laser. Donc, on obtient l'efficacité globale par la formule suivante. Nous avons aussi que le spectre d'émission de la LED, diode laser, est déterminé à la fois par la forme atomique de la région active, y compris si elle est allergée de manière homogène ou non homogène par les modes résonateurs. Dans ces conditions, seul un nombre fini de fréquences d'oscillation est possible. Le nombre de modes d'oscillation laser possible est donné par grand M est égal à 2dn sur lambda est égal à 2dn sur C par Vm. M, c'est le nombre entier, D, c'est la longueur de résonance, région active, et N, c'est l'indice de réfraction de la région active. Donc, je vais m'arrêter ici dans cette partie et la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va terminer la suite. Je vous remercie infiniment pour votre attention et merci à la prochaine.